En fait, c'est pas un reportage, bon, ne serait-ce à cause de la taille, mais aussi à cause des éléments, comment dire, personnels qui apparaissent dans ce récit, qui sont quand même importants. Euh, bon, tout ce qui concerne, par exemple, la découverte et le nourrissage des chiots ne relève pas exactement du genre reportage. Je veux dire, c'est le. Oui, non, voilà, c'est l'histoire d'un. Enfin, il y a plusieurs histoires d'ailleurs. Et aussi l'histoire que j'ai découverte entre-temps à travers mes lectures, justement, de cet officier de renseignement des Marines, alcoolique, qui j'ai déjà oublié, c'est entre les deux guerres, oui, a exploré ces îles, enfin, dans un état d'ébriété presque constant, et en se désignant lui-même comme un espion qu'il était, alors que les îles étaient occupées par des Japonais. Donc c'est la convergence d'un tas de choses. Enfin, c'est un. Je dirais, il n'y a pas de fiction dans ce récit, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Pour le reste, il y a un peu de tout. Il y a des éléments historiques empruntés à des textes que je cite, ma propre démarche en tant qu'explorateur de cette île. Euh, voilà, mais en tout état de cause, ça n'est pas un reportage. Moi, personnellement, si je choisissais de faire quelque chose pour mon plaisir, ce ne serait pas d'aller à Peleliu. Donc du moment où même pas du moment où je mets le pied sur cette île, du moment où je prends l'avion pour m'y rendre, je cesse d'une certaine façon d'être moi-même, enfin d'être la personne que je suis habituellement, pour me glisser dans une autre qui va explorer Peleliu. Donc en fait, ce jeu, c'est à la fois moi et pas moi. C'est moi dans un dispositif précis que j'ai imaginé. D'où le caractère épique de ce qui n'en présenterait aucun si c'était moi, si je peux dire. Si c'était moi en vacances avec ma fiancée sur cette île, ça aurait un tout autre caractère. J'ai souvent expliqué enfin, que oui, en dehors du fait que la distinction entre fiction, non-fiction, roman par roman, etc., ne m'intéresse pas beaucoup, mais bien que je vois de quoi il s'agit, que je comprends que ce problème puisse préoccuper les gens, mais à partir du moment où on décide d'explorer, comme je le fais habituellement, un territoire éventuellement lié à une histoire, un épisode de l'histoire, etc., on n'est pas dans la fiction, mais dans quelque chose qui n'est pas non plus une promenade. C'est pas, et on n'est plus soi-même. Oui, l'explorateur d'un certain type de réalité, d'une certaine période de l'histoire, etc. Donc tout ce qui vous arrive peut présenter un caractère épique, en effet, oui, y compris de se déplacer sur un vélo tout-terrain, de rencontrer des chiots abandonnés, enfin toutes choses absolument insignifiantes. Mais bien entendu, si j'insiste dans ce récit également sur ces détails insignifiants, c'est pour rechercher un effet de contraste avec les témoignages que je cite par ailleurs, les épisodes que j'évoque de la bataille. C'est dans un endroit où des dizaines de milliers de gens sont morts dans des conditions généralement horribles et vraisemblablement pour rien. Il est évidemment étrange de s'intéresser au sort de 4 petits chiens. Donc c'est tout ça, mais tout ça est un dispositif, c'est un artifice, bien sûr. Je ne suis pas dans la même position que les gens qui viennent pour faire de la plongée sous-marine. Alors savoir après comment ça... Oui, ce que j'avais, si vous voulez, avant de partir, bon, je les ai relus, en particulier le principal témoignage, un livre d'un type qui s'appelle Sledge, et qui était lui-même marine pendant la guerre, bon, qui a participé à cette bataille, qui a survécu.
qui m'est sympathique à divers titres. D'abord parce que son récit est bon et mesuré. Enfin, mesuré, oui, je veux dire, c'est pas. Là, il ne cherche pas à apparaître comme un héros. Il est conscient de la probable inutilité de cette bataille. Il ne dissimule pas le fait qu'il a peur, fait comme tout le monde, mais bon. Mais d'autre part, il y avait un détail qui m'avait plu particulièrement dans son récit de la bataille, c'est qu'à un moment donné, enfin dans un contexte absolument terrible quand même, alors qu'ils sont le lendemain ou le surlendemain du débarquement, avec sa compagnie, en train de progresser dans la mangrove, qui est un milieu quand même particulièrement hostile, même quand on ne prend pas des obus et des bombes sur la gueule. Bon. Donc dans un moment d'extrême tension, voilà, il aperçoit un couple de frégates, des oiseaux, dont j'observe d'ailleurs qu'elles ont complètement disparu aujourd'hui, qui occupent un nid dans les palétuviers au-dessus de sa tête, et le mâle, ce qui est d'ailleurs tout à fait extraordinaire, quoi, est en train de se livrer à une parade nuptiale qui est très spectaculaire chez les frégates, parce qu'il gonfle une énorme poche de poitrine, comme ça, rouge, un rouge vif, framboise. Et il observe il y a deux choses extraordinaires. D'abord, le fait qu'au milieu de ce qui est déjà un enfer, quoi, où ça tire absolument de tous les côtés, etc., ce couple d'oiseaux frégates se comporte exactement comme si rien ne se passait. Et lui-même, tout d'un coup, est distrait de sa tâche par le spectacle que donnent ces oiseaux. Et il est rappelé à l'ordre par son chef. Et c'est d'autant plus amusant, si je puis dire, que cet épisode, enfin, le Sledge lui-même évoque ce moment de distraction, et dans un autre témoignage, le témoignage de son chef, justement, qui a également survécu, également publié aux États-Unis, mais 20 ans ou 30 ans plus tard, le chef en question évoque ce moment d'inattention de Sledge et le fait qu'ils doivent le rappeler à l'ordre. Donc j'avais lu tout ça auparavant, mais c'est très différent, je l'ai relu sous les surplaces, parce que tout d'un coup, l'endroit, peut-être pas l'endroit précis, celui où nichait le couple de frégates, mais la mangrove dans laquelle cette scène se déroule, je l'ai moi-même parcourue. Donc bien entendu, quand on est sur place, on éprouve le besoin de relire les livres en question. Donc j'avais ça, j'avais l'exploration de l'île, et puis aussi le regard des gens, des autres. Le fait est que j'ai rencontré très peu je sais pas comment on appelle, les indigènes, les Palawans, les Péléliutes, ça n'existe pas, je crois. Enfin, les Palawans, j'en ai aperçus. Mais ils sont chez eux, on ne les voit pas beaucoup. Quelques-uns occupent de petits emplois de fonctionnaires, où ils tamponnent des papiers, vous autorisant à vous promener dans l'île ou à louer un vélo. Mais enfin bon, j'ai pas eu le fait de rapports très approfondis avec les Palawans. Les gens auxquels on a affaire, c'est une espèce de classe intermédiaire, c'est généralement des Philippins. Les gens, les guides, les commerçants. Et pour le reste, moi je me suis plutôt intéressé. Les gens en question n'ont plus l'air de s'intéresser beaucoup à l'histoire de l'île. Donc moi j'ai côtoyé plutôt des gens qui s'y intéressaient à cette histoire, à l'histoire de la bataille, c'est-à-dire des touristes. Des touristes venus généralement désormais pour la plongée sous-marine, mais qui soit quand ils viennent sont au courant de ce qui s'est passé sur cette île en 1944, soit le découvrent, parce qu'en plus d'une manière ou d'une autre c'est assez flagrant quand même, et du coup deviennent intéressés. Et donc les gens que j'évoque, c'est plutôt des touristes auxquels j'ai servi de guide, soit que j'ai accompagné dans des excursions, soit auxquels parfois j'ai servi de guide, du fait de la connaissance un peu supérieure à la leur que j'avais acquise de cette histoire. Alors il y a un flic retraité dans Courage, un Américain. Il y a un couple de jeunes Russes, il y a un Russe solitaire, un couple gay tchèque, dont un des éléments était très féru d'histoire militaire. Voilà. Des gens bien intentionnés prétendent que chacun de mes livres est un nouvel album de Tintin. Tintin dans le détroit d'Ormuz, Tintin à Belle-Élieu,
certains ici ou là, moi je n'y vois absolument aucun inconvénient. C'est vrai que enfin, j'y vois pas l'inconvénient. Bon, je pense pas que ça ressemble tellement à Tintin, mais sinon par le fait qu'en effet c'est à chaque fois une aventure bon, dans un coin particulier du monde. Donc en effet c'est de dimension tintinesque. Et puis et puis le fait que oui c'est pas toujours le cas. En fait si il y a toujours un narrateur. Bon, là parfois il y a d'autres personnages. Toujours un narrateur qui présente une ressemblance limitée avec Tintin, mais enfin qui a cette particularité oui, d'être là et de se mettre en scène avec une certaine distance, quoi, une certaine ironie. Non, je n'écris jamais sur place. Éventuellement une phrase là, qui me traverse l'esprit, mais j'ai même du mal à me faire une idée globale du livre avant d'être rentré, d'avoir tout relu. Quoi. C'est à la fois ça dépend du genre de livre que je suis en train d'écrire. Enfin, d'une certaine façon, c'est un peu toujours le même genre. Donc il y a une partie de documentation, une partie d'expérience personnelle. Et en rentrant, je mixe tout ça, je vois comment ça s'arrange, quelle est la part de l'une et de l'autre. Et je commence à écrire à ce moment-là. Mais malheureusement, d'ailleurs, mais je suis tout à fait incapable de commencer à écrire sur place. C'est une phrase, enfin je note bon, comme ça, l'aspect d'un paysage, la lumière, l'impression, par exemple, en ce qui concerne Pélelius, ce truc très caractéristique qui est le chant de cet oiseau, qui est, je crois, la bouscarde des Palao, et qui s'appelle en langue indigène le huul, et qui a un chant absolument sinistre, très humain, hein, qui ressemble au son que quelqu'un de maladroit pourrait essayer de tirer d'une flûte. C'est très répétitif. Et c'est un accompagnement sonore à peu près constant dans la jungle, dans la brousse, quoi. Et donc notamment dans ces espèces de vallées de la mort, avec les grottes, les vestiges. C'est un accompagnement musical tout à fait adéquat. Absolument sinistre, que moi je finissais à la longue par trouver presque terrifiant, quoi, parce qu'il a quelque chose d'humain. Et bon, ça, bien sûr, je prends des notes. Je note que cet accompagnement sonore du bulle et le caractère sinistre de ce chant, bien sûr, autrement je l'oublierais. Je prends en général beaucoup de notes, mais en revanche, je ne rédige rien et je ne sais pas dans quel ordre, je vais disposer tout cela, comment ça va s'organiser. Il y a des moments difficiles quand on écrit, lui, c'est quand on n'y arrive pas. Oui, ça, c'est en effet très difficile. C'est très douloureux, c'est très agaçant surtout, c'est très contrariant. Mais enfin, quand on y arrive, ce qui est quand même souvent le cas, bon an, mal an, non, c'est un plaisir. Quand on a l'impression d'avoir exprimé convenablement ce qu'on voulait exprimer, qu'on se relie et que cette impression persiste, non, c'est très agréable. Et voilà, je vois en fait souffrance. Sur mon problème actuellement, c'est que j'ai dû cesser de fumer. J'ai toujours fumé abondamment à la chaîne, en fait, en écrivant. Parce que pour moi, le geste d'écrire et celui de fumer étaient étroitement associés. Bon, une main tient la plume et l'autre la cigarette. Et voilà, j'ai dû y renoncer. Et ça me pose des problèmes. Mais enfin, finalement... apparemment pas insurmontable. Enfin, sauf que peut-être que ce que j'écris désormais est absolument merdique, mais j'ai l'impression que ça ressemble à ce que j'écrivais avant. Mais enfin, ça me coûte quand même de ne pas pouvoir fumer en écrivant. Surtout d'ailleurs, enfin, c'est une espèce de scansion aussi. À la rigueur, on peut se passer de fumer pendant qu'on écrit, mais quand on se relit et qu'on veut clore un chapitre et passer au suivant, ne pas pomper son cigarette est très très déconcertant. Une souffrance, à ce moment-là, il ferait mieux de s'en abstenir. Enfin, bien sûr que non, c'est pas comme je sais pas quoi, de marcher avec une cheville foulée. Enfin, non,
quand on écrit, c'est d'une manière ou d'une autre qu'on est enclin à le faire, qu'on a besoin de le faire. Et donc, bien sûr que c'est plutôt, en tout cas, un soulagement d'écrire, une détente, voilà. J'écris toujours à la main, j'écris toujours à la main. Là, j'ai eu un autre problème, d'ailleurs, ça fait beaucoup de problèmes. En même temps que je devais cesser de fumer, les feutres que j'utilisais depuis 20 ans, je pense, ont disparu de la circulation totalement, y compris sur Internet. Ils avaient disparu des papeteries depuis des années, mais on en trouvait encore sur Internet, et maintenant, c'est fini. Les stocks sont épuisés. Donc j'ai dû me remettre à écrire sans fumer avec un nouveau modèle de feutre qui n'a absolument pas les qualités du précédent, mais enfin bon, on y arrive quand même. Donc j'écris à la main sur des blocs sténo. Et après j'enregistre tout ça et je donne l'ensemble, c'est-à-dire l'enregistrement et le manuscrit à une personne, Clara Kuhn, qui en a l'habitude, puisque ça fait... Je pense que depuis mon premier livre, c'est elle qui les tape. C'est très chiant quoi, de dicter, d'autant plus que là, enfin, ça fait apparaître le texte sous un jour inévitablement défavorable. Quoi, quand vous devez épeler les noms propres, dicter la ponctuation, les majuscules, c'est pas... Voilà, c'est pas l'équivalent du fameux gueuloir de Flaubert. Parce que là, on ne met pas le texte en valeur, c'est puisqu'on le dissèque, mais ça n'est pas inutile, sauf que ça permet parfois de repérer des trucs. En même temps, il y a des choses, en fait, je ne sais pas, ce truc diabolique en français, dont je remarque que les Anglais ou les Américains n'en ont rien à foutre, qui est la répétition. Je ne sais pas pourquoi en français on a cette obsession de la répétition. Et c'est vrai que c'est parfois un véritable casse-tête. On est obligé de démonter entièrement un paragraphe pour éviter une répétition. Alors bon, c'est aussi peut-être parce que j'écris dans une langue assez classique. Si j'écrivais une langue plus moderne, plus déjantée, peut-être pourrais-je ne pas me soucier de la répétition, mais la façon dont j'écris, c'est vrai que bon, c'est une règle que malheureusement je dois respecter.